Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 20 mai 2020. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. On débute cet NXT avec Karrion Kross, accompagné de Scarlett Bordeaux, avec encore une fois son entrée superbe, hein. Franchement ça n'a pas changé, mon avis n'a pas changé, j'adore cette entrée, voilà, qui va faire face à un jobber, il va l'emporter assez rapidement, et après le match, Tommaso Ciampa, que Karrion Kross a attaqué il y a quelques semaines, arrive et va faire une petite promo en lui disant que, voilà, tout simplement, Karrion Kross l'a attaqué il y a quelques semaines, et que Karrion Kross est quelqu'un de spécial, voilà, son entrée est spéciale. Mais il va dire à Karrion Kross, tu sais qui est spécial aussi? Moi, Tommaso Ciampa. Et c'est pour ça qu'au prochain Takeover, In Your House, je te challenge pour un match. Donc on aura Tommaso Ciampa face à Karrion Kross au Takeover In Your House. Et je trouve ça parfait. Je trouve que Ciampa est l'adversaire parfait pour la première feud de Karrion Kross à NXT. C'est une bonne main, tu sais que tu vas avoir d'excellents matchs, tu sais que les promos vont être bonnes et tu sais que les gens vont être investis parce que c'est Tommaso Ciampa en face. Donc je trouve que c'est parfait et, encore Tommaso Ciampa fait un super boulot encore une fois dans cette promo, donc je trouve que c'est le choix parfait et j'ai vraiment hâte de voir ce match pour en découvrir un peu plus sur Karrion Kross. Match pour le tournoi Cruiserweight, El Hero del Fantasma face à Akira Tozawa. On va avoir un match d'une dizaine de minutes qui est très bon pour le coup. Alors j'étais pas hyper investi parce que Akira Tozawa, ça me fait pas grand chose. Et El Hero del Fantasma, j'apprends à connaître, on va dire. Mais j'étais pas à fond dedans, mais le match est vraiment bon. Et El Hero del Fantasma va l'emporter. Et donc, El Hero del Fantasma est premier du groupe B et est donc en finale du tournoi Cruiserweight. Donc voilà, je sais pas si c'est une surprise, mais vu que je ne le connaissais pas au début du tournoi, je me suis dit ils l'ont pas mis par hasard dans ce tournoi et je m'en doutais un peu qu'il allait aller loin. Et là, pour le coup, il est en finale. Donc dans tous les cas, ça va nous donner une bonne finale parce que l'héros del Fantasma m'a montré qu'il savait faire de très bonnes choses. Donc j'ai hâte de savoir contre qui. Timothy Thatcher en backstage nous fait une promo. Thatcher qui avait attaqué Matt Riddle la semaine dernière, donc voilà, ça ne va pas très bien entre les deux, et il y a eu un match entre les deux. Et Thatcher qui veut une sorte de revanche dans un match sans tomber, un match où tu ne peux gagner que par KO ou par soumission, donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais je trouve l'idée géniale. Mia Yim face à Santana Garrett. Pour le coup, le match, on s'en fiche un peu. Mia Yim va l'emporter assez rapidement. Mais après le match, Johnny Gargano et Candice LeRae, avec leur toute nouvelle gimmick, vont venir un peu chamailler, on va dire, Mia Yim. Tout simplement, Gargano va répéter que Candice LeRae qui a attaqué Mia Yim, euh, c'est ce qui arrive quand des gens obtiennent des opportunités alors qu'ils ne le méritent pas. Candice LeRae va vouloir à nouveau attaquer Mia Yim. Johnny Gargano va vouloir aider et Keith Lee, voilà, on sait que Keith Lee est le partenaire et le compagnon, on va dire, de Mia Yim. Keith Lee va venir aider Mia Yim et voilà, va faire fuir Candice LeRae et Johnny Gargano. Je sais pas quoi en penser. Un Gargano Keith Lee, je suis totalement pour. Je pense que ça peut être génial pour le titre nord-américain. Ça peut être excellent. Maintenant, impliquer la femme de Gargano, oui, parce que elle fait un peu partie de sa gimmick. C'est voilà, c'est le couple. Maintenant, mettre Keith Lee, le compagnon de Mia Yim dans cette histoire, je sais pas. On va voir les prochaines semaines. On sait que la WWE, ils sont pas forcément très doués pour faire ces trucs avec les couples. Donc on va voir. Mais sous le papier, je suis perplexe, on va dire. Dexter Loomis face à Roderick Strong, voilà, Undisputed Era qui est un peu en guerre en ce moment avec Dexter Loomis et Velvet in Dream. Et donc on a ce match qui va être plutôt pas mal. Et encore une fois, c'est le genre de match à NXT où je ne sais pas si c'est du bon, si c'est du moyen plus. Sans public, je suis perdu. Très clairement, je suis perdu sans le public d'NXT. Je n'arrive plus à savoir si les matchs sont bons. Et c'est peut-être que moi, hein, c'est peut-être que personnel, mais je n'arrive plus. Je ne sais plus.
Il y a un moment dans le match que j'ai vraiment apprécié, c'est quand Roderick Strong va porter des atémies sur Dexter Lumis, et Dexter Lumis va limite kiffer, hein, limite en redemander. Dexter Lumis qui est un personnage très bizarre, hein, on sait pas trop, on comprend pas trop ce que c'est Dexter Lumis, mais c'est intriguant. Et Roderick Strong qui va un peu voler la victoire avec un roll-up. Très surprenant, Dexter Lumis va porter sa prise de soumission après le match, et Undisputed Era, Bobby Fish et Adam Cole vont attaquer Dexter Lumis pendant qu'il porte sa prise, mais Dexter Lumis va continuer à porter sa prise. J'ai trouvé ça dingue, j'ai trouvé ça marrant, c'était fun. Dexter Lumis qui va pas lâcher sa prise. Et Velvet in Dream va venir au secours de Dexter Lumis et il va attaquer les deux en portant une superbe descente du coude. Et on va finir avec un plan où Velvet in Dream célèbre de son côté Dexter Lumis encore en train de porter sa prise de soumission sur Roderick Strong. Le match en lui-même était pas mal, mais le segment après, j'ai trouvé ça, c'était top. C'était vraiment top. L'alchimie Velvet in Dream, Dexter Lumis, c'est très bizarre, mais j'aime bien. J'aime bien, et Dexter Lumis, encore une fois, m'intrigue à un truc de malade. Sur le parking d'NXT, hein, le parking le plus dangereux de la Terre, Akira Tozawa va se faire attaquer encore une fois par les kidnappeurs masqués. Ils vont essayer de le kidnapper, mais l'héros d'El Fantasma va venir aider Akira Tozawa. Encore une fois, l'héros d'El Fantasma qui gère, on va dire, les kidnappeurs. Je sais pas où ça nous mène, cette storyline, je sais pas du tout. Je sais même pas si je suis intrigué par ça, mais ça me fait rire de voir les pires kidnappeurs du monde à chaque fois. Ne pas réussir à kidnapper les gens alors qu'ils sont à 2 contre 1, ça me tue. Oni Lorcan et Danny Burch face à Everrise. Un match assez court, pas très entraînant pour moi, j'ai envie de dire. C'est vraiment le type de match très court à NXT. C'est juste pour montrer, on va dire, Danny Burch et Oni Lorcan, voilà, qui vont l'emporter assez rapidement. Everrise ne va pas avoir d'offense quasiment dans ce match. Mais voilà, c'est un passe-temps, on va dire. Matt Riddle en backstage va nous dire tout simplement qu'il accepte le challenge de Timothy Thatcher, mais qu'il veut rajouter quelque chose, une stipulation. Il veut le faire dans une cage. Et du coup, la semaine prochaine, on aura Matt Riddle face à Timothy Thatcher dans une cage. Là, on est clairement sur un programme passe-temps, on va dire, parce que voilà, il n'y a pas Pete Dunne. Et je trouve ça génial, parce que en cage, on a vu ce qu'ils étaient capables de faire la semaine dernière. C'était assez violent, fallait y aller, hein. Les coups qu'ils se donnaient, c'était très costaud. Et je pense que là, dans un match en cage, ça peut être très bien. Voilà, ça va nous faire un très bon match, j'en suis sûr et certain. Nouveau match pour le tournoi Cruiserweight, Kushida face à Drake Maverick. Maverick qui est un peu mis en avant en ce moment grâce à cette histoire, ou à cause plutôt de cette histoire de licenciement. Voilà, avec cette vidéo très émouvante où on l'a vu pleurer parce qu'il avait perdu son job, et finalement on le voit dans le tournoi Cruiserweight et on nous met toute l'histoire du gars qui se bat pour son job. Et encore une fois dans ce match, ça va être l'histoire, tout simplement parce que Kushida va être dominant et Maverick, comme d'habitude, va être très combatif. Voilà, encore une fois, il va se battre pour son job, il va tout donner. Et Drake Maverick est très bon pour nous montrer ça, pour nous faire croire qu'il peut y arriver. Et sur le finish de Kushida, sa prise de soumission, Drake Maverick va réussir à river les épaules de Kushida. Victoire donc de Drake Maverick, et là on a une égalité dans ce groupe. Maverick, Kushida et Jake Atlas sont à égalité. Et du coup on nous annonce que la semaine prochaine, les trois vont s'affronter dans un triple threat, et le vainqueur affrontera El Hero del Fantasma pour la finale du tournoi Cruiserweight. Et c'est une très bonne chose, je trouve que l'histoire de Maverick marche très bien, Jake Atlas en outsider, ça va très bien, et Kushida, qui était un peu favori quand même au départ de ce tournoi, est toujours favori dans ce triple threat, et j'ai vraiment hâte de voir, ça va être excellent ça aussi, franchement ça va être très bon, et je trouve que toutes les histoires sont parfaitement racontées. Petite vidéo de Shotzi Blackheart. Voilà, tout simplement, elle est sur son char. Elle nous dit que certains utilisent Uber, prennent leur voiture, un car, un bus, mais elle se promène en char, tout simplement. Ce qui est plutôt pas mal dans cette promo, c'est que Shotzi Blackheart n'est pas hyper développée, on va dire, du côté d'NXT pour le moment. On sait juste qu'elle fait des entrées avec un mini char, et ça c'est très fun, c'est très très fun. Mais voilà, on connaît pas trop sa personnalité, et là on voit un peu qu'elle est un peu déjantée, un peu folle. Donc voilà, ça rajoute un peu
un peu quelque chose, on va dire, sur la personnalité de Shotzi Blackheart, donc j'ai trouvé que c'était une très bonne chose. Damian Priest va nous faire une petite promo, tout simplement pour nous annoncer qu'il challenge Finn Balor à un match à NXT TakeOver In Your House. Et pour le coup, c'est un match que je veux vraiment voir. Deux styles très différents. Damian Priest qui m'impressionne à chaque fois que je le vois en action du côté d'NXT. Et Finn Balor est une valeur sûre. Et ces derniers matchs à NXT ont vraiment été bons. Donc je pense que les deux, ça peut coller parfaitement. Le main event, Yoshirai face à Rhea Ripley. On l'attendait énormément ce match, mais moi, personnellement, je me doutais de cette fin. Pour le coup, Yoshirai et Rhea Ripley, aucune de deux ne pouvait se permettre de perdre, et c'est ça le problème. Pourquoi nous mettre ce match? C'est la question que je me pose. C'est-à-dire que, bien sûr, l'action est excellente. Il y a 10 minutes de match où tu vois que les deux se connaissent parfaitement, qu'il y a une alchimie parfaite entre les deux, et là, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, Charlotte Flair va arriver pendant le match, la championne NXT, et va, sans faire exprès, prendre un coup de l'une des deux. Et du coup, Charlotte Flair va entrer sur le ring et va porter un big boot à Yoshirai. Et voilà, ce qui va coûter la disqualification et l'arrêt de ce match. Et Charlotte Flair va poser pour terminer cette NXT avec la ceinture NXT au milieu des deux combattantes. Mais de base, je trouve que l'idée n'était pas bonne d'avoir ce match parce que on savait qu'aucune des deux ne pouvait perdre. Yoshirai et Rhea Ripley ne pouvaient pas perdre. Ça les aurait trop affaiblis, en tout cas dans l'idée de NXT, ça les aurait trop affaiblis. Et Charlotte, qu'on voit tous les jours, hein, quasiment on peut le dire, Raw, SmackDown, NXT, c'était normal, c'était sûr et certain qu'elle allait arriver et coûter une disqualification. C'était le seul scénario possible. Et j'ai un problème en ce moment avec NXT, vous le savez, j'ai du mal à m'investir dans les matchs. Et je trouve qu'en ce moment, NXT du coup fait un peu du Raw et du SmackDown, mais je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire que on va plus parler des segments d'après-match du côté d'NXT que des matchs en eux-mêmes. Et je comprends l'idée, dans le sens où il n'y a pas de public, donc les matchs forcément t'es moins investi, donc peut-être qu'ils misent moins là-dessus. Et par contre, les segments d'après-match sont toujours plus marqués, plus marquants. Et c'est ce qu'on retient du côté des NXT en ce moment. Mais pour le coup, voilà, c'était prévisible. La fin de ce main event, c'était ultra prévisible. Et je sais que beaucoup vont cracher dessus. Mais moi, pour le coup, ça me dérange pas trop. Voilà, c'est pas ce qui me choque. Je m'y attendais. Et une course à 3 pour ce titre NXT, moi, ça me convient. Je veux un triple threat. C'est ce que je veux. Et j'espère que c'est ce qu'ils vont nous donner. En bilan de ce NXT, un peu comme Raw cette semaine, beaucoup de choses. Il y a énormément de promos, énormément de segments. Je trouve que les 2 heures sont parfaitement remplies. Maintenant, j'ai peur avec NXT, c'est que on nous a déjà annoncé des matchs avant la construction. C'est-à-dire que NXT a pour habitude de construire et après nous annoncer les matchs pour les pay-per-view. Là, on a des matchs qui sont annoncés pour le prochain pay-per-view sans réelle construction encore. Donc on va attendre les prochaines semaines pour les constructions. Et voilà, c'est ce que je n'ai pas trop aimé, on va dire, de ce NXT. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à liker, ça fera du bien à la chaîne.